plongeons dans le Paris des années 30 avec ce livre, Henri Miller, un rêve parisien, que vous avez signé, François-Xavier Freland. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un livre publié aux éditions Magellan et compagnie. Alors, Henri Miller, c'est Tropique du cancer, Printemps noir, Jour tranquille à Clichy, Big Sur, m'avez-vous conseillé également. Pourquoi cet Américain a-t-il eu besoin de Paris pour devenir écrivain? D'abord, il quitte les États-Unis qu'il ne porte pas dans son cœur. Il est né à New York, il a grandi à New York, donc en 1891, et il critique très vite le way of life américain, le consumérisme, cette standardisation de la vie, l'apparition déjà de la radio ici et là dans les années 20-30. Et il voit en Paris une manière aussi de s'échapper de la tutelle de sa muse, qui est June, et qui lui en fait voir de toutes les couleurs, cette femme qu'il a aimée avec passion et qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, et surtout qui était, je crois, une des femmes les premières féministes de son époque, tellement elle était libre, avec des mœurs, elle était bisexuelle, etc. Et Henri Miller en souffrait, il est extrêmement jaloux, et il a décidé, elle l'a un peu poussé dehors, à aller vivre à Paris, parce que Paris, c'était évidemment la terre des écrivains, des intellectuels. Et parce que Henri Miller était également un amoureux de la vie. On va l'entendre. Je ne suis pas un poète, vous savez. Un homme qui est amoureux de la vie et qui n'a aucune religion que la vie. L'amour ne me fait aucun peur, non. Je l'accepte l'amour comme j'accepte la vie. C'est une aventure, oui. Voilà un extrait de votre documentaire sur Henri Miller diffusé par Arte. Ce serait Arthur Rimbaud qui lui aurait donné envie de découvrir la capitale, avec notamment Orgie parisienne et Paris se repeuple. Orgie parisienne, ça devait lui parler à Miller. Oui, alors c'est vrai qu'il passe par une période, on va dire, très sexuelle. C'est ce que j'appellerais l'adolescence de l'écrivain à Paris, après la frustration américaine. Effectivement, il participe un petit peu à cette folie... débridée. Voilà, débridée. Les écrivains, les intellectuels, tout le monde se retrouve parfois dans les maisons closes. C'était pas, évidemment, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tout ça est très tabou, interdit, même si, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Vincennes, vous avez des caravanes qui abritent le sexe. C'est un autre sujet. Voilà. Mais en tous les cas, à l'époque, évidemment, tout ça était très caché, était pas caché, tout le monde y allait. Et Miller à cette étape-là. Mais elle ne dure pas si longtemps que ça, on lui a beaucoup reproché. Miller va très vite aussi se calmer grâce à une femme, Anaïs Nin, grande écrivaine, qui va le devenir grâce à lui et qui va faire de lui aussi l'écrivain. Qui sera sa mécène en quelque sorte. Qui sera sa mécène parce qu'elle va lui présenter les bons éditeurs et qui va lui permettre de publier son premier livre, Tropic of Cancer, à Paris en 1934. Il faut savoir que Miller avait énormément de connexions, des Américains à Paris, mais aussi énormément d'écrivains. Céline, entre autres, Blaise Sandra et évidemment toute la sphère des surréalistes, bretons et compagnie. Justement, je vous propose de revoir un autre extrait que vous connaissez bien évidemment, puisqu'il s'agit de votre documentaire sur Henri Miller. Henri Miller qui rêvait effectivement de percer le milieu intellectuel parisien. Il allait sur la rive gauche, il trouvait refuge dans certains cafés. On va voir ça. Plus que jamais, Paris est le centre des arts et de la littérature. Une ville bouillonnante avec ses cabarets, ses artistes, son élégance. Henri Miller est encore inconnu. Il habite un hôtel modeste du quartier et ses débuts sont difficiles. Il vit dehors et marche beaucoup. À la brasserie Le Dôme, à côté de la Coupole, en face du Select et de la Rotonde, Miller prend ses quartiers d'écriture. Un café, ça ne coûte pas grand-chose. Et le Dôme à l'époque est bien plus qu'un café. Voilà le Café du Dôme qui existe encore à Paris. C'est là qu'il débute l'écriture de Tropique du cancer. C'est là aussi qu'il croisa un homme important, Brassailles, le photographe à qui l'on doit d'ailleurs la photo de la couverture du livre. Exactement, ça va devenir une très grande complicité. Il va y avoir une très grande complicité entre eux. Ils vont même écrire un livre ensemble, L'œil de Paris. D'un côté, vous aviez le regard aiguisé de ce photographe. D'origine, il venait de l'Est. C'était un migrant qui avait beaucoup galéré, Brassailles. Et d'ailleurs, ils avaient un petit peu la même vie parce qu'il ne faut jamais oublier que Miller a extrêmement galéré au début de son arrivée à Paris. Il a dormi sur des bancs, il logeait chez les uns, chez les autres, avant d'enfin de vivre à la Villa Sora, donc au sud de Paris, et d'avoir un peu de confort. Mais les deux hommes vont se rencontrer, aiment la nuit, aiment les cafés, aiment cette ambiance un peu de la belle époque. On est à la fin de la belle époque, on est au tout début des années 30, et évidemment, cette manière un petit peu, je dirais, d'oublier les événements qui vont arriver. C'est-à-dire que déjà, Miller le dit d'ailleurs dans un de ses livres, on ressent les prémices de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On est juste avant, donc il y a ce
Paris bouillonnant, culturel, et en même temps une forme je dirais, d'illusion face à quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face. Et Miller sera d'ailleurs le premier un petit peu à aller voir ailleurs. Il ira en Grèce. De Tropique du cancer, Anaïs Nin, que vous citiez tout à l'heure, disait, en parlant de Miller, tu n'es dans ce livre qu'un sexe et un estomac. Un livre qui a d'ailleurs été censuré aux États-Unis. C'était bien le problème de Miller. Oui, pendant plus d'une trentaine d'années. Miller était au début totalement considéré comme un... Ça veut dire que ce qui se passait à Paris, mais ne pouvait pas la pudibonderie américaine. L'Amérique puritaine, c'était des sommets à l'époque. Il faut savoir que la France, c'était quand même, et encore aujourd'hui d'ailleurs, la terre des droits de l'homme. On pouvait dire à peu près ce qu'on voulait et on pouvait avoir une vie de débauche, comme vous l'avez dit tout à l'heure. En tous les cas, on pouvait s'exprimer dans les livres sans censure. Les États-Unis, c'était déjà extrêmement contrôlé. Et évidemment, il va en pâtir de ça. Il va même en souffrir parce que avant d'être lu par les Américains et les Anglo-Saxons, il sera lu par les Français. Enfin, en tous les cas, par toute une intelligentsia qui va découvrir ces livres, souvent d'abord en anglais, parce qu'il a commencé par publier en anglais, mais petit à petit, grâce à des éditeurs comme Buchet-Chastel, enfin comme Buchet à l'époque, enfin être lu par des Français, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Il nous reste 20 secondes. Je vais poser la question que vous posez vous-même dans le livre. Que reste-t-il de cet auteur américain si parisien, si clivant, entre ses fans qui ont tout lu et ses détracteurs qui le confondent souvent avec Arthur Miller? Ah oui, en plus, rien à voir. Henry Miller, c'est finalement, dans ce qui reste de lui, alors il a écrit plus d'une cinquantaine de livres, son éditeur Buchet disait que c'était un prophète. Il faut savoir qu'il a influencé la Beat Generation, tous ces Jack Kerouac, tous ces hippies aussi des années 60, parce que un petit peu l'amour libre et puis aussi la sobriété écologique avant l'heure. Miller, c'est quelqu'un qui a vécu à la fin de sa vie à Big Sur, dans sa petite cabane, et qui vivait vraiment avec une petite lampe torche dans son coin sans trop consommer. Et un grand amoureux de Proust également, alors que l'on célèbre le 100e anniversaire de la mort de Marcel Proust. Merci beaucoup François-Xavier Freland. Henry Miller, un rêve parisien aux éditions Magellan et compagnie. Merci d'avoir